Peu de chance de retrouver en vie les 4 skieurs ensevelis sous une avalanche de sérac au Mont Blanc. Les secours ont été interrompus en raison du mauvais temps. Un homme a pu être élitreillé. 40 millions de Français appelés demain à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote seront ouverts dès 8 h et jusqu'à 20 h dans certaines grandes villes. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote à l'unanimité l'envoi d'une mission d'information à Jénine. Alors qu'à Ramallah, la ville est toujours sous couvre-feu. Les combats y ont été moins violents qu'ailleurs, mais toutes les institutions de l'autorité palestinienne ont été détruites. Ces chansons font partie de notre patrimoine musical. Francis Lemarque, poète populaire, a fait fredonner plusieurs générations. Il a écrit pour Yves Montand. Francis Lemarque s'est éteint à l'âge de 84 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, avalanche meurtrière au sommet du Mont Blanc. Ce sont d'énormes blocs de glace qui se sont détachés à quelques 4000 mètres d'altitude. Peu de chance donc de retrouver vivants les 4 skieurs portés disparus. Un 5e a été élitreillé. Les recherches ont dû être interrompues en raison du mauvais temps. L'alerte avait été donnée ce matin par un couple de randonneurs qui redescendaient de ce secteur. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Les 5 skieurs, 4 Autrichiens et un Français, tous expérimentés, approchaient le sommet du Mont Blanc quand ils ont été pris dans une avalanche de sérac à 3800 mètres d'altitude sous le dôme du Goûter. L'alerte a été donnée par un guide suisse qui suivait le groupe. L'un des skieurs a été retrouvé en surface par les secouristes. L'homme, un miraculé, est très gravement blessé. Ses amis ont été ensevelis sous les séracs, ces blocs de glace qui font parfois jusqu'à 20 mètres de hauteur. Est-ce qu'il y a un espoir de retrouver ces alpinistes vivants ? Les retrouver, ça va déjà être difficile, vivant, je pense pas. Quoi, je peux pas dire, mais faut vraiment imaginer que vous prenez un immeuble sur la gueule, quoi. L'itinéraire emprunté par les skieurs est réputé dangereux à cet endroit. La présence de sérac est connue, le risque accepté par les alpinistes. 3 des 4 victimes disparues ont été localisées car elles portaient sur elles des boîtiers émetteurs. On a localisé les éco-harvas dans des crevasses en profondeur, donc on sait qu'ils sont là. En revanche, pour les extraire, donc d'abord il faut pouvoir monter du matériel lourd. En plus, certains on ne pourra pas le faire parce que c'est vraiment au fond d'une crevasse. Et pour une victime, on espère pouvoir l'extraire, mais ça sera très difficile, très délicat. À la mi-journée, les recherches ont dû être interrompues en raison du mauvais temps. Elles devraient reprendre demain matin. Cette avalanche de sérac est une avalanche d'un type particulier puisqu'il s'agit, on vous le disait, de barres de roches surmontées de blocs de glace et dont la chute n'est pas provoquée par les différences climatiques. Explication Claudine Gilbert. Ils ont l'air immobiles et figés, mais en réalité, les glaciers ne cessent de bouger. Ces masses vivantes avancent lentement de quelques dizaines à quelques centaines de mètres par an. Lorsque sur leur passage, elles rencontrent une crevasse ou parviennent au bord d'un précipice, c'est la fracture. Des blocs de glace se forment alors, on les appelle des séracs. Ils peuvent rester ainsi de longs mois en équilibre précaire sans tomber. C'est complètement imprévisible, c'est-à-dire qu'on a cette masse de glace qui est là et on n'a aucun moyen de savoir à quel moment elle peut bouger ou pas, quoi. En fait, la chute de sérac, elle est due à un phénomène d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a une masse de glace qui va pousser au-dessus d'un précipice ou d'un passage assez pentu, et cette masse de glace elle est continuellement en mouvement. Il y a un moment où on n'a plus d'équilibre et la glace tombe. Lorsque le sérac suspendu s'effondre, rien ne lui résiste. Au cours de la chute, il se morcelle et fond jusqu'à se transformer en coulée torrentielle dévastatrice. Sur son passage, tout disparaît, les arbres, la terre, les rochers, les maisons. Les montagnards connaissent bien ce danger, selon eux, totalement imparable. La violence stupide et révoltante à Orléans. Un homme de 72 ans a été roué de coups par 2 jeunes qui en voulaient à son argent. Ils n'avaient pas le sou, ils ont brûlé son pavillon. Audrey Goutard, Édouard Perrin. Le visage tuméfié par les coups, des traces de strangulation, Paul Voise est un miraculé. Ces 2 agresseurs l'ont épargné, mais ils ont brûlé sa maison. 40 ans d'une vie envolée en fumée. Je l'ai construit presque tout moi-même, sauf les murs. Mais la charpente, porte-fenêtre, c'est moi qui l'ai fait. On ne fait pas ça, même quelle que soit l'opinion de la personne. On est en République, laissez la liberté. Mais pas la liberté de tuer, de se défendre. Là, c'est pas pareil. Mais de tuer, non. La maison est une ruine, rien n'a été épargné.
Pour la première fois depuis l'incendie, Paul revient chez lui. Ses voisins sont là pour l'accueillir. Voilà, je vous attends, puis je fais le nécessaire, vous mangerez tout à la maison. Popol, comme on l'appelle ici, est décrit comme un vieux monsieur un peu fantasque, le cœur sur la main. Trop gentil peut-être, au point, selon des voisins, d'être racketté par certains habitants du quartier. Popol, c'était leur souffre-douleur, quoi, c'est tout. Alors plusieurs fois, c'est pas la première fois qu'ils lui réclamaient de l'argent. Alors donc là, ils sont venus ce soir-là, et puis soi-disant qu'ils venaient de toucher sa petite retraite ou le RMI, je ne sais pas ce qu'il a exactement. Ce soir, les enquêteurs n'ont pas encore arrêté les agresseurs du vieil homme meurtri. Mais plusieurs auditions de témoins sont en cours. À Colombes, un homme qui tentait d'échapper à des policiers venus l'interpeller a tenté de gagner le toit de l'immeuble. Il est tombé du 18e étage, il est mort sur le coup. Il avait 22 ans et était poursuivi pour vol et agression sexuelle. Plus une déclaration ni un sondage avant les résultats du scrutin du premier tour de la présidentielle. Les prétendants à la course à l'Élysée prennent une journée de repos. Demain, ce sont quelques 40 millions d'électeurs qui seront appelés à se prononcer. Voici comment. Élection mode d'emploi, Alix Bouillaguet. Tout va bien, l'urne fonctionne. À l'intérieur, les enveloppes, à côté, les fameux bulletins. Depuis ce matin, un peu partout en France, on installe les isoloirs, on se prépare pour le grand jour. Car demain, ce sont plus de 40 millions d'électeurs qui vont aller voter. Cette année, un record, ils pourront choisir entre 16 candidats, un chiffre qui en a effrayé certains. Chaque candidat ayant la possibilité de désigner un assesseur dans chacun des bureaux de vote, 16 fois 1, ça fait 16 assesseurs dans les bureaux de vote. Nous ne voyons pas bien comment les asseoir, comment les accueillir, comment les nourrir. Bon, fort heureusement ou malheureusement, peu de candidats ont désigné des assesseurs dans tous les bureaux de vote, ce qui fait que nous serons tout à fait en mesure de les accueillir confortablement. Où voter? Le plus souvent dans les écoles et les mairies. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. Dans les grandes villes, ils ne fermeront qu'à 20h. Pour pouvoir mettre son bulletin dans l'urne, un impératif et un seul, être inscrit sur les listes électorales. Même si une personne se présente dans un bureau de vote sans carte d'électeur, peut très bien voter à partir du moment où il est inscrit sur liste électorale. Bonsoir à tous. Demain soir, dès 20h, les premières estimations. Sur France 2, une soirée spéciale. Au programme, commentaires, analyses, réactions des hommes politiques et duplex avec les QG et les grandes villes de France. Parallèlement au traditionnel bulletin glissé dans l'urne, se déroulera demain en France une première expérience de vote électronique, une initiative qui concerne 700 électeurs en Gironde et qui sont invités à participer à ce vote d'un genre nouveau. Il s'agit en fait d'un test qui ne se substitue pas au vote classique. Caroline Pham, Bernard Benarme. À côté de la carte électorale classique, la carte à puce destinée au vote électronique. Ces électeurs pourront le tester demain. Le nouveau système nécessite un lecteur et l'empreinte digitale. Et je vais vous demander d'apposer votre index droit sur le lecteur afin de prendre la première prise d'empreinte. En quelques minutes, une carte personnelle est établie. Le vote sera validé par l'empreinte. Premier constat, des jeunes comme des personnes plus âgées manifestent leur intérêt pour ce nouveau système sans vraiment d'appréhension. Ça change un petit peu, mais il n'y a pas de raison que les électeurs ne suivent pas le mouvement. C'est plus simple, donc... C'est plus simple plutôt que de prendre 16 feuilles le matin sur la table. Au moins là, oui, je pense que c'est plus rapide. Pas de papier, pas d'enveloppe et pas d'urne non plus. Demain, dans l'isoloir, les électeurs trouveront un écran de ce type, démonstration. L'écran est tactile, donc si on veut, admettons qu'un électeur particulièrement hésitant peut parcourir toute la liste des candidats avant de se décider et peut-être de terminer par le vote blanc. Lorsqu'il confirme, on a son bulletin qui s'inscrit en grand et il confirme une deuxième fois. Alors, les critères que nous avons pris en compte, c'est tout d'abord simplifier le système au maximum afin qu'il soit accepté par le plus grand nombre. Deuxièmement, c'est garantir une fiabilité à 100% du système afin qu'on ne puisse en aucun cas rapprocher l'identité d'un votant avec son vote. Plus besoin de compter les enveloppes. Dès la clôture du scrutin, les résultats réels seront connus. Les concepteurs du projet espèrent développer le vote électronique d'ici quelques années. Un jour peut-être, l'urne classique disparaîtra des bureaux de vote.
Durant toute la campagne électorale, les analystes et les instituts de sondage ont souligné le risque d'un fort taux d'abstention, et notamment chez les jeunes qui n'ont pas encore la pratique de leur citoyenneté. L'exemple dans cette cité des Pyramides à Évry, où l'on a tenté avec succès d'inciter les plus de 18 ans à voter, c'est-à-dire à s'exprimer autrement que par la violence. Yann Fronty, Cyril Paquet. Non, tu vas pas voter, toi? À quelques heures du scrutin, il multiplie les coups de fil. Une seule consigne, il faut aller voter. Ici, au cœur du quartier des Pyramides, Patson est dans son fief. Vous n'allez pas vous tous, quand même. Dans cette cité considérée comme sensible, tout le monde connaît sa canne et sa démarche chaloupée. Ouais. À 28 ans, c'est un porte-parole, un grand frère très respecté. Appelle-le. Aujourd'hui, il use de son charisme pour convaincre les jeunes. Il faut montrer aux gens qui nous gouvernent aujourd'hui que c'est grâce à nous qu'ils sont là. Et si nous, on n'est pas là, ils sont pas là. Avant, ils croyaient que, bon, on vivait, on était des parasites, ils nous laissaient tomber les miettes. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent chercher les voix chez nous. Ce message, le fait que l'on puisse se faire entendre, s'exprimer grâce à un simple bulletin de vote, la plupart de ces jeunes en sont bien conscients. Ici, on tchatche, on discute, on parle de politique comme ailleurs. Cela peut paraître surprenant, mais demain, ils seront nombreux à aller jusqu'à l'isoloir. Et eux, ils votent, c'est le plus grand, ça. Il faut voter parce qu'on n'a pas beaucoup de droits, nous, les jeunes. On dirait qu'ils s'en foutent, regarde, ils nous laissent tous comme ça, là. C'est pas bon. Il faut que ça change maintenant. Je vais voter pour un bon président. Moi, j'ai envie d'aller voter. Si j'aurais l'âge, je serais parti voter. C'est pas parce qu'on vit dans la cité ou autre part qu'il faut nous oublier, quoi. On n'est pas transparent. Ils ont tout juste 18 ans, l'âge de voter pour la première fois. Un privilège à leurs yeux. Dans la mer, tous. Il vient en bateau. Ils le savent, leurs parents arrivés de l'étranger il y a 20 ou 30 ans n'ont jamais eu ce droit. Dans les banlieues, dans les cités, les jeunes doivent voter pour dire qu'aujourd'hui, on ne s'exprime pas par la violence, mais par les voix. Les voix, vous les voulez, vous venez les chercher. Voilà des semaines que Patson répète les mêmes paroles. Il a fait le tour de la cité, de plusieurs écoles. Demain, il sera devant le bureau de vote pour vérifier que son message est bien passé. Il y a un an, la Kabylie était le théâtre de violentes émeutes, faisant une 60aine de morts et quelques 2000 blessés selon un bilan officiel, des chiffres qui sont revus à la hausse par différentes associations. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Paris pour commémorer ce printemps berbère et dénoncer le pouvoir algérien. Un cortège entre la place de la République et la Nation portant le drapeau berbère, réclamant l'autonomie. Un rassemblement devait se tenir en fin de journée à l'initiative de la fondation Lounès Matoub, le chanteur assassiné. La mobilisation des Kabyles n'a rien perdu de sa force, comme en témoignent également ces marches organisées aujourd'hui en Algérie. Elles commémorent le printemps noir de l'an passé avec comme revendication la libération de tous ceux qui ont été arrêtés et la reconnaissance des particularités kabyles. Vincent Nguyen. Tous les magasins de Tizi Ouzou, la Kabyle, ont fermé leurs rideaux aujourd'hui. Grève générale. Grève et défilé pour commémorer comme chaque année le printemps berbère, ces manifestations pour la défense de la langue des Kabyles qui en 1980 avaient été sévèrement réprimées. Pouvoir assassin, crient les hommes, pas de pardon, disent les banderoles. Pas de pardon pour ce qui s'est passé l'année dernière. La commémoration avait dégénéré en émeute après qu'un lycéen avait été tué dans un commissariat. Aux revendications culturelles s'était ajoutée une contestation sociale et politique. Les combats de rue avaient duré plusieurs semaines et la police avait tiré sur la foule, tuant plus de 60 personnes. Oh, on a marre de ces généraux, on a marre de tout ce système, on a marre de tout. Aujourd'hui, les 100 000 manifestants de Tizi Ouzou réclament la libération des dirigeants kabyles arrêtés depuis un an, un plan d'aide socio-économique pour la région et plus de démocratie. Sur le front culturel, le tamazirt, parlé par plus de 8 millions de berbères, vient d'être reconnu langue nationale. Mais les Kabyles voudraient qu'elle devienne, comme l'arabe, langue officielle d'Algérie. Quelques affrontements ont eu lieu en fin de manifestation, mais cette année dans l'ensemble, le défilé s'est déroulé dans le calme. Aux États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU décide d'envoyer une mission d'information dans le camp de réfugiés de Jenin. Après avoir d'abord refusé toute enquête, l'État hébreu promet de collaborer pleinement, mais plaide non coupable. La résolution de l'ONU a été adoptée à l'unanimité et précise, sans fixer de date pour l'instant, que sera dépêchée une équipe nommée par Kofi Annan pour établir les faits. Déjà, le témoignage du secrétaire d'État adjoint américain pour le Proche-Orient, William Burns, qui a passé 3 heures dans le camp et qui déclare, je cite, que la dévastation de Jenin est une tragédie humaine pour des milliers de Palestiniens innocents. Sa visite est la première d'un haut responsable américain dans ce secteur.
Après le retrait des chars israéliens de Jenin, Tsahal reste présente à Ramallah. Ici, les combats ont été moins intenses qu'ailleurs, mais toutes les institutions représentant l'autorité palestinienne ont été systématiquement détruites. Reportage Charles Anderlin, Christian Autain. Ramallah n'est plus interdite à la presse, mais la ville est toujours sous couvre-feu. Seuls les chars et les transports de troupes y circulent. Le ministère palestinien de l'enseignement supérieur était donc désert lorsque, hier soir, des soldats y ont fait irruption. Tous les étages ont été saccagés. L'informatique totalement détruite. Un voisin a été alerté. On a entendu 10 à 15 explosions à l'intérieur de l'immeuble. Visiblement, ce n'était pas une perquisition. Ils sont venus pour détruire. Scène identique au ministère de l'Éducation qui gère l'enseignement primaire et secondaire. Des dossiers, les résultats d'examens de plusieurs années ont disparu, ainsi que de l'argent. Tout ce que nous avons construit en 10 ans sous l'autorité autonome est détruit. C'est très triste. Les disques durs, les mémoires des ordinateurs ont été saisis. Au département du cadastre également, toute l'informatique a été confisquée. Presque tous les centres de l'administration et de la culture palestinienne ont été ainsi visités par Tsahal. C'est une véritable catastrophe. La destruction totale de tous les ministères, les archives, les ordinateurs. Nous sommes dans un désert administratif. La destruction des fondements de notre société. La réaction de l'armée. L'autorité palestinienne et son système éducatif sont profondément impliqués dans l'incitation à la violence contre Israël. Nous avons saisi ici de nombreux logiciels de ce genre. Quant à ces actes de vandalisme, nous ne sommes pas certains que ce sont des Israéliens qui les ont commis. Mais si c'est le cas, ils seront sévèrement punis. Une chose est sûre, l'autorité autonome est désormais paralysée. Par souci de sécurité dans les avions, une compagnie américaine vient d'installer à bord de ses appareils des caméras de surveillance, une initiative qui pourrait rassurer les passagers et par là même donner un nouveau coup de pouce au trafic aérien en perte de vitesse depuis le 11 septembre dernier. Florent Muller, Claire Feinstein. À peine arrivé à bord, votre commandant veille sur vous. Les pilotes de cette compagnie américaine pourront désormais être tenus informés de tout incident survenu en cabine à l'aide de 4 caméras. Celles-ci devraient leur permettre de réagir promptement sans risquer d'abandonner le cockpit. Nous serons en mesure de voir ce qui se passe si une hôtesse est dans l'incapacité de nous prévenir. Nous pourrons ainsi prendre la décision d'atterrir sur l'aéroport le plus proche. Si la compagnie assure que ces images ne seront pas enregistrées, 2 des caméras sont soigneusement cachées. Depuis le 11 septembre, les mesures de sécurité sont partout renforcées afin de restaurer la confiance des usagers. En France, les contrôles des passagers et de leurs bagages ont déjà été accrus et cette nouvelle mesure laisse certains perplexes. Je vois absolument pas pourquoi est-ce on peut mettre des caméras comme ça partout sous prétexte d'éviter quelque chose qui est proprement inévitable. C'est quand même plus rassurant pour les passagers de savoir que on peut tout de suite, que les pilotes peuvent intervenir tout de suite s'il y a un problème, quoi, à la limite. Moi, je serais contre et puis j'ai absolument pas peur. De toute façon, c'est arrivé, mais bon, il ne va pas y avoir des bombes dans chaque avion non plus. À l'avenir, une vingtaine de compagnies envisageraient d'adopter ce système de surveillance. Au Pays basque espagnol, l'explosion d'une voiture piégée près de Bilbao n'a pas fait de victimes. Une alerte à la bombe avait permis à la police d'évacuer les habitants et de boucler le quartier. L'explosion a touché quelques immeubles, mais pas de blessés. Je vous propose à présent de suivre un stage d'entraînement d'un genre particulier. Ce stage concerne les policiers des brigades anticriminalité avec pour objectif de conduire mieux et plus vite afin d'intervenir le plus efficacement possible en cas de coup dur. Mathias Sillon, Laurent Siron. Ils patrouillent de jour comme de nuit. À Paris et en province, la brigade anticriminalité intervient dans les situations les plus imprévues, les plus difficiles. Quelqu'un a vu quelque chose? Non, on a entendu. La conduite rapide, c'est sur ce circuit de la région de Nantes qu'ils l'apprennent. Le stage dure 2 jours. Ok, tu allumes tes codes. 5500 tours en régime. Top chrono. À gauche, l'instructeur de la police nationale. À droite, Davy, un policier de la BAC de Marseille.
Conseil technique à bord de ce véhicule de série, identique à ceux utilisés sur le terrain. Pour Davy, le test est réussi. Gestion du stress, maîtrise de la conduite. Ce stage lui a fait prendre conscience de ses limites. Savoir jusqu'où je peux aller en remettant la chose dans le contexte, c'est-à-dire un milieu urbain, de la circulation, des piétons et le stress d'une intervention sur laquelle on va, dont on ne connaît rien en général. Allez, on élance bien. Autre exercice de ce stage, Vitesse stabilisée. le freinage d'urgence. Bien. Jérôme, pour freinage, nous étions à 66 km/h. Tu le vois, c'est exécuté en 39 mètres. Quand même, hein. Cela ne t'a pas permis de t'arrêter avant les cônes qui matérialisent l'obstacle. Ce ne sont que des cônes. Ça aurait pu être un enfant. Aucune mission de police, quelle qu'elle puisse être, ne justifiera jamais la mort d'une femme ou d'un homme. Certains de nos collègues perdent la vie dans l'exercice de leur mission. Ce n'est pas pendant la conduite que les policiers doivent risquer leur peau. Sur les 1000 policiers qui effectuent ce stage chaque année, 60% le réussissent et sont déclarés aptes à la conduite de voitures rapides. Ambiance de fête cet après-midi autour des locaux de Canal+. Les salariés ont organisé un concert dans les jardins du parc André Citroën. Pierre Lescure, un instant sur la scène, et dans la foule, quelques abonnés en colère et beaucoup de jeunes venus profiter de la musique. À Rennes, un millier de rêveurs sont descendus dans la rue pour défendre les rêves partis qui seraient, depuis la loi votée en juin, selon eux, dans le collimateur des autorités. Un cortège dans une atmosphère plutôt festive, au son de la musique techno. Une page scientifique avec cette surprenante expérience publiée par des chercheurs américains. Ça ressemble à de la science-fiction. Il paraît que l'on peut faire grossir indéfiniment de la chair de poisson selon un procédé particulier qui intéresserait la NASA. Pascal Golomer. Qui pourrait se douter que dans ce port de pêche de Long Island, au bord de l'océan, se prépare peut-être une petite révolution alimentaire? C'est en tout cas la conviction de deux chercheurs américains qui dans leur laboratoire ont entrepris de faire grossir des tranches de poisson rouge in vitro. Ils les trempent dans du sérum de fœtus bovin, peu appétissant certes, mais c'est dans ce liquide que les cellules se multiplient le plus facilement. Et ça marche. En une semaine, la chair de poisson a augmenté de taille de 15%. L'idée, c'est que les nouvelles cellules s'agglomèrent à la chair de poisson qui va grossir. Si nous continuons à nourrir la chair avec de nouvelles cellules, nous pourrions faire grossir ce morceau de poisson presque indéfiniment. L'expérience peut paraître saugrenue, mais c'est la NASA qui l'a financée. Elle cherche des solutions pour nourrir les astronautes qui partiront dans l'espace pour des missions de plus en plus longues. Comment leur proposer autre chose à table que des produits lyophilisés ou des gelées survitaminés? La place manque à bord pour stocker les vivres. Quant à emmener des animaux vivants destinés à être mangés plus tard, la tâche semble compliquée. Voilà pourquoi on prend très au sérieux l'idée de faire grossir dans l'espace un filet de poisson, entre autres. C'est tout à fait réaliste pour nous d'avoir comme objectif de faire grossir des chairs d'animaux de toutes sortes, y compris celles d'invertébrés. Ainsi, au cas où un astronaute souhaite manger du crabe, nous pourrions probablement mettre en production la chair de crabe. Si les premiers résultats sont concluants, il faudra tout de même plusieurs années et quelques crédits supplémentaires pour passer de l'expérience en laboratoire à la grande consommation. Les pêcheurs ont encore quelques belles années devant eux. La protection de l'environnement au cœur de cette expérience qui associe la plus grande usine de métallurgie de France à ses anciens détracteurs écologistes. Ensemble, ils ont trouvé un juste compromis pour dépolluer les sols contaminés par les métaux lourds. Le programme vient de commencer. Laetitia Fouque, Guillaume Viard. L'industrie métallurgique, Jean-François y est entré en tant que chimiste. 30 ans après, il travaille toujours pour l'usine, mais désormais il est au champ. Il dépollue les sols imprégnés de métaux lourds rejetés par ses cheminées. Objectif, récupérer les minerais. Je me suis carrément reconverti et je ne fais plus du tout de chimie. Plusieurs plantes, longtemps testées en laboratoire, sont semées pour la première fois sur ces 1000 mètres carrés de partiels témoins. La mouterne, hein. Ok. Ensuite, la luzerne. Ce qu'on espère faire avec les plantes, c'est pouvoir donc dépolluer de grandes surfaces à des coûts complètement raisonnables, puisque les plantes, en fait, ça coûte pas cher d'acheter des graines, etc. Ça pousse tout seul.
La technique s'appelle phytoextraction. En fait, les plantes absorbent par exemple du plomb. Après la fauche, elles seront brûlées. Et là, autre révolution technique, pendant l'incinération, on récupère les minerais, ou plutôt biominerais, qui seront retransformés en plomb. Les choses n'ont pas toujours été aussi simples. Il a fallu 15 ans de combat pour ce fermier et l'association de Daniel avant de convaincre des dangers de la pollution. On avait contre nous les agriculteurs qui ne voulaient pas reconnaître qu'il y avait une pollution puisque ça mettait en cause leur activité. Les élus ne voulaient pas reconnaître pour l'essentiel puisque il y avait la taxe professionnelle, il y avait l'aménagement de leur commune. Fini les rendez-vous au tribunal, désormais les responsables de l'usine accueillent Daniel comme une partenaire. Aujourd'hui, la dépollution des sols est pour eux une priorité. Demain, elle pourrait même être un marché avec les biominerais. On est en train de valider une filière qui est quand même très innovante et ce n'est qu'en 2004-2005 qu'on pourra exploiter ça de manière plus industrielle. 40 à 50 ans seront nécessaires pour assainir ces sols. Au bout de cela, l'espoir un jour pour les agriculteurs de les reconquérir. Ils sont fous de leur chien, ils n'ont plus peur de le montrer. Mieux, certains propriétaires ne s'embarrassent plus du ridicule et projettent sur leurs compagnons leurs envies de mode et de fantaisie. Un marché où l'on trouve pêle-mêle parfums, vêtements et accessoires de luxe. Eleanor Gay, Laurent Ciron, Éric Delagneau. Marie et Christian mènent une grande histoire d'amour depuis 1 an et demi, avec Pimous. Tantôt tricot, tantôt sauvage. Pimous est gâté, du chien dans la garde-robe et du strass dans les oreilles. Je pense que jamais personne n'a vu un chien qui dit tiens je voudrais ce collier, je voudrais ce manteau. Donc finalement, faut remettre les choses à leur place. C'est le maître qui joue à la poupée qui se fait plaisir. Panier et coussins griffés. Colliers bijoux et produits cosmétiques. Depuis 1 an, la mode et le design s'emparent du marché. 8 millions de chiens en France et leurs maîtres qui dépensent sans compter. Du manteau de grand couturier au parfum, le nouveau filon commercial, c'est l'accessoire pour chiens branchés. On fait des petits paniers ronds comme ça, qu'ils adorent, parce que ça leur rappelle quand ils étaient leur mère, qu'ils adorent la fausse fourrure, les chiens. Des niches, qui sont entièrement démontables. Comptez 150 € minimum pour une niche. Et dans le panier de cette chef d'entreprise, il y a aussi des vêtements. T-shirt pour l'été, manteau en tweed pour l'hiver. C'est un peu grâce à Toto que la collection a vu le jour. Quelque part, on provoque, c'est de la provocation, et donc ça marche ou ça marche pas. Et là, bon, ça marche, ça séduit des clients, donc le pari est un peu gagné, comme ça. Même habillé, le chien reste un animal à poil. Rendez-vous chez la styliste. 2 à 3 fois plus cher qu'un toilettage classique. Toute la différence, c'est l'inspiration. Moi, je travaille un peu comme si je peignais comme un tableau. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout quand je commence mon chien, comment je vais le réaliser. Et d'ailleurs, tout le monde ici réalise les mêmes choses. C'est-à-dire, on regarde le chien et puis c'est millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, le petit poil qui va dépasser. Chaque année, les Français dépensent près d'1,5 milliard d'euros pour leurs chiens. Le marché ne laisse personne indifférent, sauf, peut-être, les principaux intéressés. La plupart des stations de ski des Alpes du Sud vont fermer avant la fin du mois. Le bilan d'une saison où il y a eu peu de neige, donc moins de vacanciers. Exemple dans 2 stations des Hautes-Alpes où les hôteliers ont tiré leur épingle du jeu. Ce n'était pas le cas de tous les commerçants. Yannick Aroussi, Benoît Jourdain. Neige veloutée, soleil complice. Il y a des descentes comme ça qui pourraient presque vous faire oublier une saison difficile. Dans les Alpes du Sud, il a fallu attendre le mois de février pour les premières chutes de neige conséquentes. On devait venir à Noël il n'y avait pas de neige. On devait venir en février, on n'est pas venu en février parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige non plus. On a skié à Noël dans les Pyrénées et là on est venu skier à Pâques. Ici, à Montgenèvre, la fréquentation est en baisse par rapport à l'année dernière, mais on a évité la catastrophe. Quelques chutes de neige providentielles ont permis d'ouvrir jusqu'à 80% du domaine skiable. On a essayé de s'adapter, de proposer un forfait à un tarif qui correspondait à ce qui était ouvert, et puis aussi proposer d'autres activités sur lesquelles la clientèle a plutôt adhéré. D'autres activités avec en tête la raquette, un plus considérable qui fait que les vacanciers n'annulent plus leurs réservations en cas de manque de neige. On skie le matin, l'après-midi, et puis voilà, on essaie de changer un peu les activités, parce que c'est vrai que la montagne permet pas mal d'activités, donc cet après-midi c'était ça.
Ici, à Vars, on a skié jusqu'à début mars uniquement sur le bas de la station, sur la neige artificielle. Résultat, moins 30% de fréquentation des remontées mécaniques et un enseignement, des canons à neige seront installés sur le haut du domaine. Il faut raisonner global, domaine global au niveau de l'enneigement artificiel. Donc qui dit global dit enneigement en altitude. Et en ce qui nous concerne, la forêt blanche, c'est-à-dire plus de 100 km de pistes enneigées artificiellement. Cette saison en demi-teinte ne remet donc pas en cause les futurs investissements, ne casse pas l'élan des stations qui espèrent bien rebondir l'année prochaine, car après tout à la montagne il y a toujours des hauts et des bas. Du tennis, cet après-midi, Sébastien Grosjean a été éliminé de la demi-finale du tournoi de Monte-Carlo par l'Espagnol Juan Carlos Ferrero en 3-7, 6-3, 1-6 et 6-0. Le match a dû être interrompu 2 fois à cause de la pluie. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du dernier film de Jodie Foster, Panic Room. Une femme et sa fille sont retranchées dans une chambre forte pour échapper à des cambrioleurs. Un huis clos étouffant signé David Fincher, qui a réalisé notamment Seven et Fight Club. Pascal Deschamps. Ça s'appelle une chambre de survie. Quoi? Une chambre de sécurité. Un donjon de l'époque médiévale avec murs en béton coulé. Lignes téléphoniques séparées et enterrées. Et écran de surveillance qui couvre la quasi-totalité de la maison. L'année dernière, aux États-Unis, les commandes de chambres comme celle-ci se sont envolées. Le scénario de Panic Room n'est donc pas pure fantaisie. Lorsque Meg et sa fille s'installent dans cette grande maison, elle ne voit pas bien l'usage qu'elle pourrait faire de sa chambre particulière. L'irruption de 3 cambrioleurs va en décider autrement. Il y a des gens dans la maison. Dès lors, tout le talent de David Fincher, le réalisateur de Seven, va pouvoir s'exprimer. Unité de temps, de lieu, d'action. C'est la nuit, il pleut, ça se passe à New York, mais ça pourrait se passer n'importe où. Claustrophobie, instinct de survie, vous êtes dedans, ils sont dehors, ils ne peuvent pas entrer, alors ils vont essayer de vous faire sortir. En ces temps d'hypercommunication, c'est à la lampe de poche qu'on essaye de prévenir un voisin, Pourvu que ces types soient un ancien Boy Scout. qui d'ailleurs s'en moque complètement. On se pose sans doute tous la question de savoir comment on réagirait dans ce genre de situation. Il faut rapidement révéler sa vraie nature. Est-ce qu'on serait terrifié dans un coin en train de pleurnicher? Ou pourrait-on se découvrir héroïque, c'est-à-dire plus simplement se montrer malin, pratique, inventif? Pas de message sécuritaire dans Panic Room donc, mais un jeu pervers avec des peurs sans doute ancestrales puisqu'elles remontent au donjon. Dernier détail, une chambre comme celle-ci coûte aujourd'hui la bagatelle de 100 000 €. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous enferme. Il était l'un des poètes de la chanson française, chanson populaire, Francis Lemarque, qui a signé tant de chansons inoubliables comme À Paris, encore Le Temps du Muguet. C'est éteint aujourd'hui à l'âge de 84 ans, chacun en tête l'un de ses airs que fredonnait si bien Yves Montand. Christophe Hérault, Vincent Bouffartigue. La rue de Lappe en 1917, on imagine une arrière-cour qui résonne des cris d'enfants ou des ouvriers qui chantonnent. C'est dans ce quartier populaire et parisien de la Bastille que naît Francis Lemarque. C'est difficile d'oublier un quartier comme celui-là parce que il y avait les bals musettes, il y avait les cafés avec des petits orchestres, place de la Bastille. Enfin vraiment un quartier pour les gosses, un quartier extraordinaire, un quartier. On ne pourrait pas le recréer si on le voulait. De son quartier natal, Francis Lemarque gardera toute sa vie sa verve populaire, composant de ces ritournelles que l'on garde au creux de l'oreille. Il y avait un sens inné chez Lemarque de la chanson populaire, au sens le plus noble du terme. Il fait partie, pour moi, des très grands. Je me place en tête dans cette époque fabuleuse qui a vu naître Brassens, Aznavour, Bécaud, Béard, Lemarque, toute cette époque Ferré. C'est la même époque, hein, c'est les années 50. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. De l'interprète un peu gouailleur au compositeur des 1000 chansons pour les plus grands, de Montand à Gréco ou Madame Patachou, il restera fidèle à lui-même. Engagé auprès du Front populaire et du Parti communiste, cet artiste infatigable ne voulait pas être une vedette, mais il traçait son chemin. On croit que le chemin, c'est celui-là, qu'il faut avoir une certaine attitude dans la vie, qu'il faut s'habiller d'une certaine façon. Et puis on s'aperçoit avec le temps qui passe que c'est pas du tout ça, qu'on peut très bien, sans être une vedette, faire des choses qui sont belles,
qui peuvent plaire. Un amour fleuri se fait pendant des semaines, du bonheur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Avec sa disparition, il ne nous reste plus qu'à siffloter sur les bords de Seine ces mélodies de la mémoire de la chanson française. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. 20h55, Fan que j'aime, présenté par Sandrine Dominguez. À 7h demain matin, thé ou café. Catherine Sellac recevra Jean-Pierre Coff. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec cette vente record. Un œuf Fabergé a été vendu hier aux enchères à New York. 10,7 millions d'euros. L'œuf est serti de 4300 diamants. Sur la cinquantaine de pièces créées par Carl Fabergé, cet œuf d'hiver était le plus précieux.